Dans cette vidéo, je vais te partager 5 concepts philosophiques issus de l'existentialisme qui m'ont poussé à me poser des questions qui ont tout simplement changé ma vie. Ces concepts m'ont permis de prendre conscience de la liberté quasi infinie dont je dispose et donc de progresser beaucoup plus rapidement et d'aller beaucoup plus loin dans ma vie. En fait, l'existentialisme, c'est le courant philosophique qui m'a amené à réaliser le pouvoir immense que j'avais sur ma propre vie et à quel point tout partait d'abord de moi. C'est aussi le courant philosophique qui m'a amené au développement personnel et qui m'a poussé à lire de plus en plus de livres sur le sujet. Parce que tu ne le sais probablement pas, mais avant de m'intéresser au développement personnel, j'étais plutôt intéressé par la philosophie, la psychologie et les sciences sociales en général. Et puis j'ai réalisé que simplement en ayant ces connaissances, ça ne changerait jamais ma vie, que pour ça, il allait bien falloir que je passe à l'action et que j'en fasse l'expérience. On commence tout de suite avec le premier des 5 concepts, et donc inévitablement, les premières questions qui ont changé ma vie. Sartre part du postulat que Dieu n'existe pas, et donc que si l'homme est arrivé sur Terre, ça n'est pas le fruit d'une création ou d'une intervention divine. Ce qui veut donc dire que l'être humain n'a pas de but, sa vie n'a pas de sens a priori, il n'a donc pas d'essence. Et si on prend l'exemple d'une gourde, tu vois cette gourde, avant de commencer à pouvoir exister, il a fallu qu'on en conçoive l'essence. Son essence, par exemple, pour une gourde, c'est probablement de pouvoir contenir un liquide et d'avoir un système de fermeture pour la conserver indéfiniment. À partir du moment où on a défini son essence, on va pouvoir la concevoir et donc la faire exister. Donc quand Sartre dit que notre existence précède notre essence, ça veut dire que c'est à chacun d'entre nous de créer son propre sens, le propre sens de sa vie, et donc son essence. Ce qui est le parfait inverse de l'exemple qu'on prenait tout à l'heure avec la gourde, puisque la gourde, il a fallu qu'on définisse son essence avant de pouvoir faire en sorte qu'elle existe. Comme je le dis régulièrement sur la chaîne, si tu ne choisis pas tes priorités, quelqu'un d'autre les choisira pour toi. Eh bien c'est pareil avec ton essence, avec le sens de ta vie. Si tu ne le choisis pas toi-même, quelqu'un d'autre s'en chargera à ta place. Et puisque l'être humain n'a pas d'essence, n'a pas de but prédéfini et que c'est à lui de le choisir, ça amène un certain nombre de questions. Par exemple, quel sens est-ce que je veux donner à ma vie? De quelle manière est-ce que je choisis d'exister? Et qu'est-ce que je veux être? Un deuxième concept très important dans l'existentialisme selon Sartre, c'est l'idée que nous sommes toujours totalement et parfaitement libres, et c'est parce qu'on en a conscience qu'on est pris par l'angoisse. Et l'angoisse selon Sartre, ça n'est pas exactement de l'anxiété ou de la peur au sens où on le connaît généralement, mais c'est plutôt le fait de faire l'expérience de la liberté. Selon Sartre, l'angoisse c'est un sentiment envers soi-même, tandis que l'anxiété ou la peur surtout, c'est des sentiments envers l'extérieur. Par exemple, tu vas avoir peur de parler en public, parce que par définition il y aura d'autres gens, mais par contre tu seras angoissé par ta propre prestation. Et pour limiter cette angoisse, il existe énormément de garde-fous, et t'en connais d'ailleurs probablement beaucoup. Il y a par exemple les réveils, les panneaux de circulation, les agents de police, ou tout ce qui va te donner l'illusion de devoir te conformer à des règles, à des normes. En fait, tous ces codes, toutes ces normes fonctionnent simplement parce qu'on accepte d'y obéir et qu'on renonce à une part de notre liberté. Par exemple, lorsqu'on voit un panneau « pelouse interdite » dans un parc, on choisit de lui donner du sens et de ne pas marcher sur la pelouse, mais rien ne nous en empêche réellement. La preuve, si on n'avait pas vu le panneau, on ne s'interdirait pas de marcher sur la pelouse. Et de la même manière, on peut choisir d'aller parler à des inconnus ou non, de commencer à créer des choses par soi-même ou non, laisser un commentaire sous cette vidéo et échanger avec moi ou non. Et c'est cette liberté qui nous différencie des objets et des animaux, puisque nous avons sans cesse le choix. Ce qui veut dire que nous sommes intrinsèquement libres, et même si Sartre reconnaît que parfois nous sommes sujets à des influences extérieures ou à des contraintes extérieures, l'important c'est bien de se souvenir que nous sommes infiniment plus libres que ce qu'on veut bien s'imaginer. Et c'est parce qu'on va réaliser que nous sommes extrêmement libres qu'on va prendre peur et qu'on va préférer croire qu'une partie des choses qui nous entourent et qui se passent autour de nous ne sont pas sous notre contrôle. Et c'est pour ça que très souvent je me pose la question suivante: qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'ai envie? Et tu vas voir, si tu commences à te poser cette question régulièrement, tu vas pouvoir réaliser à quel point est-ce que bien souvent, la raison qui t'en empêche, c'est toi. Et à partir du moment où tu vas en avoir pris conscience, tu vas pouvoir progresser beaucoup plus rapidement dans ta vie, parce que tu te seras retiré un certain nombre de poids et de barrières. Le troisième concept très important qui m'a amené à des questions existentielles dans ma vie, c'est le concept de la mauvaise foi. La mauvaise foi, selon Sartre, c'est l'idée que nous faisons preuve de lâcheté pour renoncer à nos responsabilités et parce qu'on commence à voir la liberté comme un fardeau. Et la mauvaise foi va nous servir à adopter un certain nombre de rôles que tu connais probablement déjà. Sartre prend l'exemple d'un garçon de café.
Un garçon de café, lorsqu'il prend son service, qu'il commence à enfiler son tablier et à prendre son plateau à la main, ça devient une autre personne. Il se met à jouer un rôle, celui de garçon de café. Et donc il va aller de table en table en demandant aux gens qu'est-ce que je peux vous servir, il va répéter la commande à la fin pour être sûr de bien avoir tout saisi, et ensuite, si jamais ça fait trop longtemps que tu attends ta commande, il va te gratifier d'un regard qui veut dire « Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié ». En bref, c'est toute une chorégraphie, tout un jeu de langage qui est en fait le symbole d'un renoncement à sa liberté. Et je suis sûr que tu connais des gens comme ça dans ta propre vie, des gens qui vont s'attribuer un rôle spécifique ou un certain type de personnalité. Et toutes ces cases dans lesquelles on se met, tous ces archétypes qu'on reproduit, ce sont en fait des renoncements à notre responsabilité et surtout au fait que nous sommes tout le temps libres. Tout ça m'amène donc à me poser un certain nombre de questions qui me semblent essentielles, comme dans quelle case est-ce que je me suis rangé? Dans quelle case est-ce qu'on m'a rangé? Est-ce que ça me convient ou est-ce que parfois j'ai l'impression que c'est une obligation? Et bien évidemment, comment est-ce que je peux faire pour changer la situation et m'autoriser à nouveau à être libre? Le concept dont je vais te parler maintenant, c'est l'idée que notre vie est une suite sans fin de choix. Et donc, puisque notre vie est une suite inlassable de choix, nous faisons en permanence des paris sur l'avenir. Ce qui nous met bien souvent dans une situation de doute parce qu'on prend conscience que c'est à nous de choisir le sens qu'on veut donner à sa vie. Et selon moi, il y a au moins deux manières de voir les choses. La première, c'est de vivre dans la crainte et d'essayer de nier le plus possible notre liberté. Et donc finalement, on va finir par se choisir un rôle, comme le fait d'être le premier de la classe qui réussit toujours tout, ou celui à qui il arrive toujours des emmerdes, simplement pour pouvoir se convaincre que nous ne sommes pas totalement libres et qu'une grosse partie de ce qui nous arrive ne dépend pas de nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en jouant un rôle, on va créer soi-même les attentes qu'on a de sa propre vie, donc finalement, on va lui donner une forme de sens, et à chaque fois qu'on va réussir à renforcer notre rôle, à renforcer le jeu auquel on joue, on va être satisfait. En fait, on va finir par se programmer soi-même pour que ça devienne notre manière d'exister, notre manière d'apparaître aux yeux des autres. Et selon moi, la deuxième manière de vivre, c'est justement de ne pas vivre dans la crainte de ne pas remplir un rôle qu'on se serait auto-attribué ou que d'autres gens nous auraient attribué, mais au contraire, de se donner la liberté d'en changer lorsqu'on en a envie, mais aussi d'en adopter un lorsqu'on en a envie. C'est ça que j'appelle l'identité liquide et dont je te parle à chaque fin de vidéo. Garder une identité liquide, c'est garder sa liberté à chaque instant, de choisir le rôle ou même d'agir de la manière dont on souhaite, peu importe la manière dont on a été la semaine dernière, l'année d'avant ou il y a 10 ans. Et ça passe par le fait de réaliser qu'on a systématiquement le choix, même si la plupart des gens choisissent de conserver le rôle qu'ils ont eu pendant tout le reste de leur vie, on a toujours le choix à chaque instant. C'est tout bête, mais ça n'est pas parce que tu n'étais pas le comique de service il y a 10 ans que tu ne pourras pas le devenir. Ça n'est pas non plus parce que tu as été susceptible, colérique, bruyant, tout le temps en retard ou n'importe quoi d'autre que tu ne peux pas changer et être différemment aujourd'hui. On peut parfaitement changer de rôle et même s'affranchir de l'idée qu'on doive adopter un rôle, et je pense même qu'on doit le faire parce que sinon la vie risque d'être profondément ennuyeuse. Et à ce sujet, il y a une citation qui me touche particulièrement et donc que je vais te partager. C'est une citation de Benjamin Franklin, qui est d'ailleurs un célèbre polymathe, mais tu sais probablement déjà ce qu'est un polymathe puisque tu as regardé ma vidéo sur le sujet. Certaines personnes meurent à 25 ans, mais ne sont enterrées qu'à 75. Donc la question que je me pose et que je t'invite évidemment aussi à te poser est la suivante. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je refuse le changement et de faire des choix? Qu'est-ce qui m'en empêche, à nouveau? Et qu'est-ce que je perds à essayer? Cette citation de Sartre, « L'enfer c'est les autres », est très souvent mal comprise. Parce que beaucoup de gens croient que Sartre a simplement voulu dire que l'enfer c'était effectivement les autres, leur présence, le fait d'avoir des gens autour. En fait, ce que veut dire Sartre lorsqu'il dit l'enfer c'est les autres, c'est simplement le fait qu'à partir du moment où vous êtes seul dans une pièce et que quelqu'un entre, vous n'êtes plus le seul sujet, vous devenez l'objet du regard de cette personne. Et à partir du moment où cette personne a fait de vous un objet, par sa perception, par le fait de vous voir, par son regard, vous n'avez plus toute votre liberté. D'autant plus que cette perception, vous ne la contrôlez pas totalement, et vous ne pourrez pas non plus avoir la même vision que celle qu'il a de vous, puisque vous n'êtes pas une tierce personne capable de vous observer. Et c'est tout ça que Sartre qualifie d'enfer. C'est le fait de devenir l'objet du regard de quelqu'un d'autre. Et l'exemple le plus parlant de tout ça, c'est le fait que lorsque tu es assis et que quelqu'un te regarde, tu vas te redresser. Lorsque quelqu'un mange avec toi à la table, tu vas fermer la bouche en mangeant. Et tu fais en sorte d'avoir une haleine fraîche. Et si c'est pas le cas, je te le recommande.
Et le fait de penser que l'enfer c'est les autres m'amène aux questions suivantes. Dans quel domaine est-ce que j'accorde trop d'importance au regard des autres? Et comment pourrais-je faire pour diminuer l'impact de ce regard et reprendre la place de l'acteur dans ma propre vie? Merci infiniment d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. C'est une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, comme j'ai pu te le dire pendant l'introduction. Je voulais aussi tous vous remercier pour votre soutien, parce que bien évidemment c'est grâce à ça que je peux continuer de faire ce que je fais et donc ce que j'aime. Je vais pas vous répéter ce que vous avez à faire parce que très honnêtement je pense que vous le savez déjà. Et donc encore merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie pas de rester liquide. Ciao!